On arrive enfin à notre Nicolas Tinbergen, donc début 1900 jusqu'à fin 80 pour ses dates de naissance et mort. Donc pour lui, avant de vous décrire un petit peu cette diapositive, les conditions expérimentales, les meilleures conditions expérimentales sont évidemment sur le terrain et pas en laboratoire, puisque pour lui, en laboratoire, avec tous les appareils autour, avec tout ce qui est présent, ça peut créer d'autres comportements. En tout cas, il a le mérite d'avoir posé donc les bases de l'éthologie moderne et surtout la possibilité qu'on se pose 4 questions. Donc la première question, c'est quels sont les facteurs qui déclenchent un comportement. Deuxième question, c'est à quoi sert ce comportement. Troisième question, c'est comment est-ce que ce comportement arrive dans la vie de l'individu. Et quatrième question, comment est-ce que ce comportement est arrivé au cours de l'évolution de l'espèce. Donc si on prend comme exemple le chant d'un oiseau mâle, si on reprend la première question, quels sont les facteurs qui déclenchent un comportement? Évidemment, ça va être des facteurs externes et internes. Externe, c'est par exemple un autre chant mâle ou un autre chant oiseau femelle. En interne, on va être vraiment sur du sensoriel, la vision nocturne, par exemple les ampoules de Lorenzini sur les requins, les infrarouges chez la chauve-souris, etc., etc. Ça peut être aussi un déclenchement hormonal qui est dû au chant entendu. En tout cas, les facteurs qui déclenchent un comportement, ça va apporter des modifications dans ces facteurs qui vont entraîner des modifications de l'organisme et changer le comportement. À la question à quoi sert ce comportement, eh bien, si on prend l'exemple du chant, le chant permet de s'adapter à son milieu, de s'alimenter, de se reproduire, de fuir, de réguler aussi les comportements sociaux dans les individus de la même espèce. Comment est-ce que ce comportement arrive dans la vie de l'individu? Eh bien, par exemple, le mâle va s'entraîner à chanter depuis sa tendre enfance, depuis qu'il a éclos de l'œuf, jusqu'à ce que le chant devienne réellement fonctionnel. Comment ce comportement est arrivé au cours de l'évolution? Eh bien là, on est vraiment plutôt sur la paléontologie et la phylogénétique. En tout cas, ce sont 4 questions essentielles que les éthologues se posent pour poursuivre leurs études. Konrad Lorenz donc est aussi un confrère de Nicolas Tinbergen. Donc lui, il introduit l'éthogramme. Alors l'éthogramme, c'est vraiment une description stricte des comportements de l'espèce. Il apporte aussi une nouveauté dans ces concepts d'éthologie, c'est la théorie de l'instinct. La théorie de l'instinct, ce sont les comportements qui sont hérités finalement par la génétique, par les gènes. Donc il va montrer que les stimuli vont préparer un comportement, ils vont aussi déclencher un comportement, ils vont aussi être contrôler l'exécution. La théorie de l'empreinte est plutôt avec Ainsworth, où il prouve donc tous ces phénomènes. Imaginez à l'éclosion de l'œuf, lorsque sa mère passe, alors la mère canne, l'oisillon la suit. Si par contre vous ne mettez pas sa mère, mais que vous mettrez autre chose en mouvement devant l'oisillon, et ceci en premier, par exemple une balle de caoutchouc, un tuyau, un bloc de bois ou un humain, eh bien l'oisillon va le suivre. Donc au final, il a réussi aussi à montrer que c'était une période, les premiers jours de la vie étaient une période critique. Évidemment, ça s'imprime dans le
le cerveau, hein, ces phénomènes d'empreinte, et ça peut aussi conditionner finalement certains de notre comportement. Il y a des mécanismes instinctifs de l'empreinte qui sont génétiquement déterminés. Évidemment, il y a quand même une préférence pour les individus qui représentent l'espèce. Ouf, hein, les petits canetons, ils vont préférer à un moment être avec leur mère. Pour aller un petit peu plus loin sur ces phénomènes d'empreinte, eh bien, on peut peut-être aussi parler de tout ce qui va être mémoire sensorielle. Les phénomènes d'empreinte peuvent tout à fait être aussi à l'origine de l'attachement, avoir des impacts sur les effets transgénérationnels. Si l'on reprend la famine qui a existé aux Pays-Bas dans les années 1944-1945, eh bien, lorsqu'on regarde une génération plus tard, des femmes hein, qui sont nées de mères ayant connu cette famine, eh bien, on constate chez ces nouvelles mères qu'il y a un risque accru de fausses couches et de mortalité infantile, tout comme des petits pois des enfants, alors que cette fois-ci, la nourriture était abondante, mais en tout cas, ça a eu un impact sur, comme on dit, la santé mentale de ces femmes qui n'ont pas, elles, connu la famille et dont les propres mamans avaient connu la famille. Les phénomènes d'empreinte aussi peuvent tout à fait expliquer ce qu'on appelle au final la conscience de l'esprit. Tiens, je sais que ce congénère est comme moi, ou tiens, celui-là est peut-être un cousin, etc., etc. Pour la théorie de l'attachement, je vous laisserai aller voir sur YouTube hein, l'expérience de Harlow en 1970 avec des bébés macaques. Donc ce monsieur avait mis deux fausses mamans macaques dans une cage. Donc elles étaient faites de barbelés, mais une maman, comme vous pouvez voir à gauche, était recouverte d'un tissu doux. Et à droite, eh bien, il y avait du barbelé et puis de quoi se nourrir. Ce qu'il a remarqué, c'est que les bébés macaques, en général, préféraient aller vraiment se blottir contre la maman qui emmenait de la sécurité, de l'affection, de la tendresse, de la douceur, avec cette maman qui avait cette moumoute sur elle, et se déplacer uniquement vers l'autre maman lorsqu'ils avaient besoin de se nourrir. Ce qui a pu montrer que finalement se nourrir c'était important au niveau physiologique, biologique, mais que les liens qui pouvaient être créés avec sa mère, avec un grand M, c'est-à-dire la personne la plus proche, et là en particulier la maman macaque, eh bien, était bien plus important que de se nourrir. La théorie de l'attachement ou les principes de l'attachement, eh bien, ça serait donc un précablage déterminé dans le cerveau qu'on pourrait un peu comparer à tous les phénomènes instinctifs. Il va répondre aux besoins émotionnels hein, de l'enfant ou du petit individu, ce qui va permettre qu'il se calme, qu'il évite d'être stressé. Évidemment, tout ça va dépendre de l'environnement et surtout des relations qui vont exister chez ces petits individus, ces bébés. Il peut aussi participer à tout ce qui va concerner le développement du bonheur, de l'estime de soi, du rapport à l'autre et des relations amoureuses. Il va être aussi un régulateur d'angoisse de séparation. On a l'exemple en Papouasie des enfants qui sont portés près du corps pendant très longtemps. Et évidemment, le jour où ils ne sont plus collés, eh bien, cette séparation est beaucoup moins angoissante chez ce peuple. C'est un phénomène que l'on retrouve dans toutes les cultures.
en tout cas au niveau de l'humain. Elle permet une sécurité pour pouvoir se développer au mieux dans le monde dans lequel on vit. Et elle amène aussi, finalement, on a besoin d'un attachement, d'un milieu sécurisant. On a besoin de stabilité, de régularité pour pouvoir aussi au mieux se développer. C'est pour ça que c'est vraiment ces études qui ont été faites sur les théories de l'attachement et qui continuent encore sont très importantes pour essayer de comprendre le développement des individus et voir l'impact évidemment que ces mondes stabilisants ou sécurisants ou insécurisants ou non stabilisants vont avoir comme impact sur l'avenir de l'individu. Donc là, ce sont des images qui représentent l'expérience de Kohler, donc 1927. Et je vais un petit peu parler aussi, après, là on passe là, un grand bond, 50 ans plus tard, avec Dian Fossey et Jane Goodall. Donc l'intuition et la capacité de chacun, et donc aussi des animaux, de pouvoir, par le biais d'expériences antérieures, de s'adapter à des situations pour en trouver des solutions. Là, comme vous pouvez voir, le chimpanzé voit des bananes. Évidemment, il n'arrive pas à accéder à ces bananes puisqu'elles sont collées au plafond. Donc, il se met à empiler les caisses qu'il voit un peu partout pour pouvoir les atteindre. Donc, cet auteur et ensuite beaucoup, Dian Fossey et Goodall, qui ont travaillé chez les grands singes, ont pu montrer que les animaux sont doués d'émotions, qu'ils sont doués de frustration, d'attachement, d'abstraction, et donc qu'ils ont également une forme d'intelligence, comme nous, humains. On verra toutes ces différentes notions, les émotions, la frustration, l'attachement, l'abstraction, dans d'autres cours en présentiel. Pour revenir sur une définition globale de l'éthologie, retenez qu'elle étudie, c'est une science qui étudie les comportements des animaux. Elle étudie également les comportements qui sont acquis ou modifiés par les différents apprentissages. L'objet d'étude de cette discipline, c'est vraiment le comportement biologique et psychologique du comportement.